C'est quand même vachement lumineux, non? Vous trouvez pas que c'est lumineux, vous? Aujourd'hui, ça va parler de lumière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite séquence rapide pour établir de bonnes bases qui nous serviront pendant la vidéo. Alors je sais, les définitions c'est chiant et ça donne à peu près à 100% des gens l'envie de se casser, mais c'est quand même important, y compris pour cette vidéo. Pour la faire courte, la pollution c'est une dégradation de l'environnement par des substances, des déchets ou par des nuisances diverses, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, la lumière. Alors, pas n'importe quel type de lumière évidemment, hein. Soyez tranquille s'il vous plaît. Déjà, pour parler de pollution, il faut que ce soit de la lumière artificielle, dégagée par des dispositifs inventés par des humains. Donc oui, vraiment, il faut qu'elle ait au soleil. Ensuite, il faut que cette lumière ait des impacts négatifs, soit sur les mêmes humains, soit sur la faune et la flore sauvage, ou soit tant qu'à faire sur les deux. Bon, sur ce on n'est pas là pour parler de santé humaine, donc vous vous doutez que ce sera la seconde catégorie de victimes qui nous intéressera, même si vous pouvez toujours retenir qu'en général, quand une source de lumière artificielle a des impacts sur la faune et la flore, elle en a aussi sur les humains. Vous avez peut-être remarqué que depuis le début, on a directement parlé de pollution, ce qui par définition renvoie à une nuisance, donc à quelque chose de négatif. La question qui se pose donc naturellement est en quoi la lumière peut être une nuisance. En vrai, quand on y pense, la lumière, c'est vachement cool. Ça permet par exemple de transformer un endroit hyper noir en un endroit hyper clair. Ouais, c'est vraiment le principe de la lumière, quoi. L'intérêt que porte l'humain à l'éclairage artificiel est de longue date. Dès 30 000 ans avant notre ère, les torches étaient utilisées par Homo sapiens, et même si, bon, évidemment, les techniques d'éclairage ont eu le temps d'évoluer, le principe en soi reste le même. De nos jours, les villes sont toutes éclairées par une multitude de points lumineux, ainsi qu'une bonne partie de routes en périphérie des grandes villes, et ce principalement pour des raisons de confort, de sécurité et de mise en valeur de certains lieux. En 2021, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies me demandez pas ce que ça veut dire, j'en ai aucune idée. Estimé à 11 millions le nombre de points lumineux publics en France, tandis que ce rapport de l'ADEME calcule environ 160 points lumineux pour 1000 habitants, un chiffre qu'on peut vérifier avec une simple division. Juste, petite parenthèse, notez que par point lumineux, on n'entend pas seulement les lampadaires, mais aussi les bornes, les affiches murales, les encastrés au sol. Bref, je vous mets un screen de tout ce que le terme de luminaire inclut. Ah oui, et aussi quand on parle de pollution lumineuse, on ne parle pas non plus que des lampadaires, même si ce sont les principaux visés, mais on parle aussi des vitrines de magasins, des bureaux, des parkings, des lumières au sol, bref, de tout ce qui peut nuire. Ah, je vous avais bien dit que c'était vachement lumineux. À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on illumine de millions de points lumineux un territoire occupé notamment par des espèces dont la reproduction, la ponte, l'alimentation, la survie en gros, dépend de certaines conditions lumineuses bien précises. Une manière simple d'expliquer les impacts de la lumière sur la faune serait de nous intéresser au mode de vie des espèces que ça peut impacter. On va pas étudier en détail les modes de vie de toutes les espèces que la lumière impacte, parce que si c'est pour que la vidéo dure une éternité, flemme, mais juste faire une petite synthèse. Imaginez, vous êtes un piaf, un merle par exemple, et vu que vous habitez dans une zone où il fait vachement froid l'automne et l'hiver, par exemple là, et bah vous migrez pendant cette période vers une zone où il fait un peu plus chaud, par exemple là. Voilà. Le truc, c'est que vous basez votre manière de réception sur l'intensité de lumière. À une lumière normale, vous présentez donc une orientation normale pour les migrations du printemps et pour celle d'automne, et vous migrez respectivement vers le nord-est puis vers le sud-est, et ainsi de suite. Maintenant, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ce qui pourrait arriver si c'était vachement lumineux, même la nuit. Cette question, je suis évidemment pas le premier à me la poser. En 2005, 5 chercheurs allemands et californiens ont analysé les changements d'orientation des merles en fonction de l'intensité de la lumière. En gros, de base, les oiseaux migrateurs se repèrent dans l'espace grâce à la magnétoréception, qui est un sens qui permet de détecter les champs magnétiques. Sauf que, selon cette étude, cette perception du champ magnétique est justement affectée par l'éclairage, et notamment lorsque celui-ci augmente. En tout cas pour les merles. Et là, du coup, logiquement, les espèces migratrices qui basent leur magnétoréception en partie sur la luminosité, elles sont, comme on dit dans le jargon, désorientées. Pas spécialement dans le jargon d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. Ah bah peut-être parce que c'est écrit dans ta vidéo, tocard va, putain. Pardon, je... Reprenons. C'est bien beau de se repérer dans l'espace, mais il faut aussi savoir se repérer dans le temps. Pour ça, les oiseaux peuvent s'appuyer notamment sur la durée du jour, qui, comme vous le savez, varie en fonction des saisons. Sauf qu'encore une fois, si la durée du jour est étendue à cause de l'éclairage artificiel,
Les oiseaux migrateurs risquent tout simplement d'être décalés par rapport à la saison et donc de ne pas migrer au bon moment. Le problème ne concerne pas que les oiseaux migrateurs d'ailleurs. Les échassiers par exemple qui repèrent leur proie à la vue ont tendance à se rapprocher des zones éclairées, ce qui les met en danger du fait qu'ils se rapprochent de leurs prédateurs, et aussi que les milieux éclairés sont généralement plus pollués en plastique et moins riches en proies. De manière assez logique aussi, la lumière altère le sommeil des oiseaux, ou du moins certains oiseaux diurnes. Par exemple, cette étude sur les paons. Ah oui, non, pardon, il parle des pans. Ok. Excusez la traduction fausse de Google, hein, j'y suis pour rien. Donc, cette étude sur les paons, non putain, les pans, décidément c'est compliqué aujourd'hui. Bref, cette étude sur les pans montre que la lumière artificielle perturbe leur sommeil, à la manière des mésanges charbonnières également, comme nous le montre cette autre étude. Combien de fois, surtout en été, on voit des papillons de nuit ou des moustiques, même si c'est vrai que cela c'est un peu jouissif de les voir se cramer, pour des lampes allumées et finir par se brûler la gueule. Alors bon, ok, c'est pas très pertinent et surtout pas très scientifique comme argument, je vous l'accorde. Par contre, une méta-analyse sur le sujet, ça allait déjà un peu plus. Alors permettez-moi de vous présenter The Impact of Artificial Light in Night on a Nocturnal Insect and Review and Synthesis. Ouais, bon, j'en fais des caisses parce qu'en français c'est... Bah c'est du français quoi, donc bon, c'est... Dans cette méta-analyse, les chercheurs soulignaient 5 types d'impact, à savoir la désorientation temporelle et spatiale, l'attraction, la désensibilisation et la reconnaissance. Pour la désorientation temporelle et spatiale, c'est carrément le même principe qu'avec les oiseaux, c'est-à-dire que les cycles circadiens, infradiens et ultradiens, qui se calent en bonne partie sur la luminosité, sont perturbés dans un endroit artificialisé. Et pour la localisation, notamment grâce à la Lune, qui utilise un grand nombre d'insectes nocturnes comme par exemple les puces de mer ou Stellitrus saltator, c'est le même problème, elle est perturbée par l'éclairage artificiel. Pour l'attraction, il y a plusieurs théories qui pourraient expliquer le fait que les insectes nocturnes semblent perturbés et attirés par les ampoules allumées, mais a priori c'est un mélange d'éblouissement et de repérage grâce aux rayons lumineux, couplé peut-être à des illusions que provoquerait la lumière qui explique cette désorientation. La désensibilisation, qui désigne en gros le fait que certains insectes sont tout simplement rendus aveugles à cause de la lumière, plus ou moins gravement en fonction de l'intensité et du type de lumière, du temps d'exposition et de l'espèce, est également un gros problème de l'éclairage nocturne artificiel. En plus, c'est vraiment un problème concret, ça affecte directement la vue des insectes qui s'en servent parfois pour repérer leur proie ou pour identifier les congénères. C'est quand même un peu con de ne pas voir dans la nature. Enfin, la reconnaissance, ou plutôt la perception des couleurs en fonction de leur longueur d'onde, peut être altérée par l'éclairage artificiel. Et ça, ça peut avoir pour conséquence le fait que certaines couleurs soient altérées ou modifiées, et dans le cas d'espèces qui basent la reconnaissance des congénères ou des prédateurs par exemple sur les couleurs, c'est pas fou, hein. Les piafs, c'est fait, les insectes, c'est fait. Ça fait plus de 30 minutes qu'on parle des impacts de l'éclairage artificiel sur les animaux, et vous pourriez vous dire... C'est chiant, vraiment. Oh. Et je comprends. Et puisque le reste ne va pas être très différent de ce que je viens de dire, on va abréger. 40 secondes. Pas plus. Promis. Enfin, normalement. Les mammifères, leur horloge interne est perturbée par la lumière, et donc c'est nul, parce qu'ils peuvent avoir des troubles du sommeil et mourir. Les animaux qui tirent parti de l'éclairage vont se raréfier leur proie et créer un déséquilibre écologique et meurent. Ceux qui s'y adaptent pas meurent aussi, d'ailleurs, tiens, comme ça tout le monde est content. Les reptiles, on sait pas trop, y a rien sur le sujet, et les impacts qui doivent exister se rapprochent de toute manière de sociétés avant, ce qui entraîne leur mort. Enfin, les poissons et autres animaux aquatiques, c'est la même chose qu'avant, leurs cycles circadiens, infradiens et ultradiens sont perturbés par la lumière et ça entraîne leur mort, même s'il peut y avoir évidemment d'autres raisons. Oh putain, c'était dur. Mais même si c'était extrêmement simplifié, on peut retenir 3 points importants de ce que j'ai dit au cours des 4 dernières minutes. L'éclairage artificiel perturbe les cycles naturels des animaux, modifie leurs habitudes alimentaires et autres, et peut aussi mener directement à leur mort, ou en tout cas à les blesser assez gravement pour qu'ils en meurent peu de temps après. En gros, la lumière participe à déstabiliser les écosystèmes, ce qui entraîne la perte de biodiversité dramatique que connaît actuellement ce monde, et tout ce qui va avec évidemment. J'ai énormément simplifié, surtout à la fin, donc pour ceux qui seraient curieux d'en apprendre plus, sachez que toutes les sources de ce que j'ai dit au cours de la vidéo sont dispo dans la description. Tout est regroupé dans un seul document, vous avez juste à l'ouvrir et vous allez pouvoir compléter vos recherches. D'ailleurs, il y a aussi la partie conséquences de la page Wikipédia sur le sujet qui est pas mal à lire. En diagonale du moins, parce que bon, sinon c'est un peu long, on va pas se mentir, parce que ça complète et précise ce que je dis, donc voilà, n'hésitez pas à aller la survoler. Et oui, juste, même si je l'ai déjà dit, l'éclairage artificiel est aussi néfaste pour les humains, pour nous, hein, et ce exactement pour les mêmes raisons qu'il l'est pour les autres animaux. Bon, ok, l'éclairage artificiel trop répandu et trop concentré, c'est dangereux, pour plein d'espèces en particulier, pour la biodiversité en général, et aussi pour les humains. Et bon, je pense que certains d'entre vous seraient tentés de penser, ou même de répondre, à un truc du genre. Oui, mais quand même, tu peux pas en vouloir aux gens, et puis
faut quand même dire que des efforts sont faits. Par exemple, on n'a pas le droit de garder les lampadaires allumés toute la nuit, et puis il y a les jardins, il y a les limites de luminosité, et puis en plus, tu peux pas dire qu'on doit enlever les phares des voitures, on a besoin de la lumière pour conduire, et puis les gens ils font des efforts, et les gouvernements aussi, et puis d'ailleurs, c'est joli avec de la lumière, ça met en valeur les choses. Et en plus, moi je trouve que je critique la lumière parce que dans la lumière, on meurt, et la lumière, calme-toi s'il te plaît. Le corail qui fait plus. Voilà. Bon, ta gueule. Merci. Donc en soi, c'est vrai, hein. Par exemple, le screen que je vous ai montré au début dit bien que le nombre de points lumineux par kilomètre est en constante diminution depuis une quinzaine d'années. Et ce screen vient d'un document de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc on va partir du principe que c'est plutôt fiable. Mais si le nombre de points lumineux par kilomètre de voie éclairée diminue, on ne peut pas savoir si le nombre de points lumineux diminue également. Ce que tu dis n'a aucun sens. Bah oui, si depuis 15 ans, le nombre de kilomètres de voies éclairées en France a augmenté, bien que la densité de ces luminaires ait diminué, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont globalement moins nombreux. Oh putain! Je suis de 143! Et puis là, on parle de la France, les 11 milieux de points lumineux, c'est dans le cas de la France. Mais dans le reste du monde, le nombre de points lumineux continue d'augmenter comme le montre ce screen. Tout ça pour dire que malgré les efforts que certains gouvernements font pour réduire ou en tout cas pour ralentir la pollution lumineuse, celle-ci continue d'augmenter globalement et doit donc encourager chacun d'entre nous, y compris et surtout les gouvernements, à continuer leurs efforts. Mais bon, d'un autre côté, la lumière, c'est vachement pratique. Ça permet par exemple de transformer... Tu l'as déjà dit ça en fait. Ah oui, ok, oui, je comprends. Ouais, c'est moins intéressant du coup quoi. Ah oui, d'accord, ouais. Non, parce qu'en fait, c'est parce que Ta gueule. Merci. C'est vrai que c'est pas comme si on pouvait retirer les lampadaires des rues et des autoroutes, les phares des voitures et les lumières des bureaux avec une baie vitrée. Aujourd'hui, on peut pas se passer de lumière, mais on peut tenter de moins l'utiliser ou en tout cas de réduire ses impacts. Par exemple, de nombreuses personnes ont dans leur jardin des lumières de décoration ou pour éclairer les allées par exemple. Et les éteindre pendant la nuit en ne les laissant allumer que le soir par exemple, ça représente un geste concret qui est efficace, hyper simple et très utile. Le principe est le même avec les lumières à détecteur de mouvement. Activer le mode éteint permet d'éviter que la lumière s'allume au moindre mouvement et donc qu'elle perturbe le sommeil de la faune. Mais laisse-moi dormir, Ah bah désolé mais là j'étais obligé. Maintenant, on est d'accord qu'éteindre la lumière la nuit c'est bien beau, mais c'est pas suffisant. Déjà, faudrait que tout le monde le fasse. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est un message subliminal pour vous dire de le faire et de partager la vidéo. Ensuite, si on veut un vrai changement systémique, c'est dans les lois que ça va se jouer, et donc dans l'élection des décideurs, y compris les députés, qu'ils soient européens ou français. Témoignez de votre intérêt pour le sujet, votez pour les listes ou les dirigeants qui promettent de faire quelque chose pour arranger le problème. Ça ne garantit rien du tout, mais ça fait quand même une différence. C'est un processus démocratique, ça fait partie des libertés et même des pouvoirs des citoyens de voter. Alors ok, des fois ça serait bien d'en avoir un peu plus, mais pour le moment, faisons avec ce qu'on a, c'est-à-dire les élections, et ce, qu'elles soient législatives, présidentielles ou même municipales. Renseignez-vous, et si aucune liste ou aucun candidat ne mentionne cet axe d'action, essayez d'élire celui ou celle qui semble être le plus ou la plus écologiste, etc. Et certains d'entre nous pourraient me dire: oui, mais tu nous parles des élections, alors ok, c'est très bien de dire ça, mais il y a quand même un truc aussi, il faut proposer des lois, et de toute façon, c'est aussi un truc démocratique, la pétition. Et ça, on n'en a pas parlé, alors que pourtant, c'est hyper important, les pétitions, c'est super bien, ça permet de... Alors, en effet, il y a même une plateforme en ligne de l'Assemblée nationale qui propose de signer et publier des pétitions, et en sachant ça, je suis évidemment allé voir si des pétitions sur la pollution lumineuse existaient, et comment dire... Ah ouais, c'est pas ouf. En gros, pour avoir une petite chance d'être examiné à l'Assemblée nationale, et j'insiste sur le mot petite, il faut qu'avant le 15 juin 2027, la pétition recueille 100 000 signatures. Et c'est pas gagné, hein. En 5 mois, elle en a même pas recueilli 500. Sur 100 000, moi, c'est un peu chaud là. Il y a bien une autre pétition, mais cette fois sur un autre site, et celle-ci a quand même atteint plus de 18 000 signatures, ce qui est pas mal. Mais étant donné qu'elle n'a pas été publiée sur le site de l'Assemblée nationale, la loi qu'elle propose ne sera jamais examinée. Mais bon, allez quand même la signer, c'est anonyme, gratuit et rapide, et ça pourrait toujours être utile. Dans le pire des cas, ça n'aura pas d'impact. Donc autant le faire. Est-ce qu'on garderait pas ça pour conclure? Dans le pire des cas, ça n'a pas d'impact, donc autant agir. Dans le pire des cas, partager cette vidéo et mettre en application ce que j'ai proposé de faire n'aura aucun impact. Et c'est d'ailleurs très probable que ce n'en ait aucun. Donc, pourquoi ne pas le faire? Je vous laisse sur ça. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et pensez à la partager, à vous abonner et à me donner vos retours en commentaire. Si vous faites ça, vous aurez la garantie de voir plein de cadeaux à Noël.
Ouais, bon, oubliez à la fin, juste abonnez-vous et ce sera très bien. Allez, à plus!